dizaine de minutes de retard. 2-3 mots sur le cadre dans lequel s'inscrit ce colloque. Donc assez simplement, dans le cadre d'un projet de recherche, la construction du réel dans l'art contemporain, programme de recherche pensé et structuré par deux entités, qui sont l'École nationale des beaux-arts de Lyon et le Centre d'histoire et de théorie des arts de l'École des hautes études, sous la direction de Giovanni Carreri et de Bernard Rudiger, véritable artisan de ce programme de recherche. Giovanni n'est pas là puisqu'il est résident durant quelques mois d'université américaine et il n'avait pas les capacités en temps de faire cet aller-retour pour être parmi nous ces 2 jours. Je laisserai Bernard présenter le cadre dans lequel s'inscrit ces journées, mais il sait combien la mise en œuvre de ce programme de recherche lourd, parce que ça fait déjà 2 ans, et je rappellerai quelques-uns des intervenants ayant participé à ce programme de recherche sont intervenus dans le cadre de l'école. Programme rendu possible, et là je suis très insistant, grâce à l'important concours financier de la délégation aux arts plastiques, et je salue Jean-Claude Conesa, inspecteur à la création et aux enseignements de la même délégation aux arts plastiques. Je citerai juste après un autre programme de recherche qui définira de ce même soutien, et je suis très insistant quant au fait que sans ce type de soutien, l'école ne pourrait pas porter par elle-même, au-delà des enseignements qu'elle dispense de façon régulière, ce type de programme. Donc merci quant à ces interventions. Je disais important programme de recherche, un ouvrage récent, très récent puisqu'il est sorti pendant un cachet hier, rend compte de cette première phase de recherche, durant lesquelles ont été notamment invités Pietro Montani, André Günther, Thomas Schutt, Luciano Fabro, Alain Tsekula, Ernst Van Helfen et Mieke Ball. L'autre originalité de ce programme, c'est qu'étaient conviés des doctorants de l'École des hautes études et des étudiants artistes de l'École nationale des beaux-arts. Certains d'entre eux, du reste, interviendront durant ces 2 journées. Donc j'insiste sur cette originalité qui voit, je dirais, mettre et le livre en rend compte au même niveau d'intervention des artistes, des chercheurs indiscutablement déjà très présents, et de jeunes étudiants, doctorants et artistes. Ce livre, d'une part, est disponible dès maintenant à la vente. D'une part, il est distribué parce que coédité par Archibook et l'École des hautes études dans toutes les bonnes librairies, selon le terme habituel. Luciano Fabro était intervenu dans ce cadre, et ces journées sont à la fois une forme de prolongement de son intervention et l'occasion de revenir sur la portée de son œuvre et de son engagement au regard de la situation de l'art présente. Je signale par ailleurs qu'ont été, alors pour ceux qui ont vu l'importante exposition consacrée aux 30 ans, qui célébrait les 30 ans de l'Institut d'art contemporain, la présence de 3 œuvres, et Sylvia Fabro, que je remercie de sa présence, était du reste là le soir du vernissage, 3 œuvres importantes de Luciano Fabro dans le cadre de cette exposition au Nouveau Musée, mais probablement Jean-Louis Mauban évoquera le long dialogue entre Fabro et l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Je profite également de cette intervention pour signaler 2 autres programmes de recherche et que la pratique de la recherche dans notre établissement est une pratique régulière. Signaler par exemple tout début octobre un séminaire qui impliquait quelques étudiants à travailler avec Michel Giroux sur la transformation Paris Laboratoire des Avant-Gardes, transformation 45-65. C'est l'objet d'une édition aux Presses du Réel. Là aussi, une dimension, comment dirais-je, qui tient à la recherche au cadre de cette école. Par ailleurs, signaler le lancement en décembre d'un nouveau programme pour un centre, la forme des idées, pour un centre théorique sur la recherche dans le champ des arts visuels, qui là sera mené par les écoles de Lyon et de la Villa Arson à Nice, programme également soutenu par la délégation aux arts plastiques, et qui verra dès début décembre un premier séminaire d'1 semaine concernant une vingtaine d'étudiants de Lyon, une vingtaine d'étudiants de la Villa Arson, des enseignants-chercheurs de ces 2 écoles, des artistes de ces 2 écoles, et quelques invités durant le temps d'1 semaine. Un second séminaire se déroulera au printemps à Nice, et nous travaillons, puisque c'est une des questions posées par ce collègue, à la construction d'une trace, avec notamment des outils Internet, qui permettraient d'être à la fois quelque chose qui rendrait compte de la mémoire de ces temps de recherche, et qui serait un outil qui pourrait être usité, un outil actif de recherche pour rendre trace de ces moments-là. Vous trouverez sur le site de l'école tous les éléments qui permettent de prendre en compte ou prendre la mesure de ces programmes, donc de celui que j'évoque à l'instant, la recherche du réel dans l'art contemporain, puisque chacun des séminaires, outre le livre, ont fait l'objet de production d'images, de notes qui sont visibles à travers site Internet, et
Par ailleurs, vous pourrez prendre connaissance du programme de conférences soutenues de l'école qui nous voit inviter régulièrement, chaque semaine, des artistes, des intervenants, des philosophes, des historiens qui présentent face aux étudiants leurs recherches, qu'elles soient dans le champ de l'art, dans le champ de la philosophie, dans le champ de l'histoire. Revenons à ces journées. Donc, Bernard présentera le déroulé de celle-ci. Auparavant, 2 mots, puisque Bernard présentera d'une part le déroulé et chacun des intervenants. Donc 2 mots concernant Bernard Rudiger. Enfin, il est connu en tous les cas par les étudiants de l'école, donc c'est un artiste. Présent depuis une dizaine d'années à l'école, qui a fait l'école des Beaux-Arts de Milan et qui, dans ce cadre-là, a très tôt, puisqu'il était tout jeune étudiant, rencontré Luciano Fabro. Et cette personne, enfin cet artiste-là, a été une rencontre très importante pour lui, puisqu'il a, tout au long de leur rencontre, poursuivi un dialogue avec Luciano Fabro. Donc la motivation de Bernard à porter, puisqu'il en est bien, je le disais tout à l'heure, l'artisan, ces journées est grande, et je tiens à le souligner. Je voulais signaler également une inauguration récente d'une commande publique que Bernard a faite à proximité, enfin non, dans Lyon, pas à proximité. J'en donne le titre, Ainsi va la vie, place Antonin-Perrin. Que dire également qu'il était enseignant dans différentes écoles, donc la question de la transmission, chère aussi à Luciano Fabro, et me semble-t-il chère à Bernard Rudiger, est marquée par une présence dans des écoles telles que celle de Tours, Bourges, Valenciennes, et je disais depuis une dizaine d'années Lyon. Donc je laisse la parole à Bernard pour présenter l'ensemble de ces journées. Merci. Donc je suis très heureux de vous voir tous réunis ici, nombreux, pour cette rencontre autour de l'œuvre et des promesses de l'œuvre de Luciano Fabro, on espère, dans le futur. Nous sommes ici dans un lieu qui est un peu excentré par rapport au parcours qui a pu être celui de Luciano Fabro. Il a effectivement exposé à Lyon, il est venu nous voir ici dans l'école. Ça n'a pas été évidemment le lieu central de son activité. Pourtant, il me semble que ce lieu est pertinent pour une rencontre comme aujourd'hui, parce qu'elle pose la question de la transmission. En fait, l'œuvre de Luciano et tout son engagement posent cette question. Et nous, ici, nous posons aussi cette question, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'est la transmission artistique, d'un côté, et surtout comment cette transmission évolue au fur et à mesure de l'histoire qui avance, et que donc elle est constamment remise en question. Et donc cette remise en question, me semble-t-il, est quand même un des caractères fondamentaux de l'enseignement de Luciano Fabro. Et je pense que donc ici, on peut quelque part trouver un lien qui nous lie à son expérience, et on l'espère donc au futur des œuvres et des points de vue qui pourront se développer à partir des travaux qui ont été effectués par cette génération d'artistes. Nous sommes ici dans ces journées des représentants et des générations et des points de vue très, très variés. Il y a parmi nous des témoins qui ont connu Luciano Fabro, qui ont travaillé avec Luciano Fabro, qui ont discuté avec Luciano Fabro. Mais il y a aussi des jeunes artistes et des jeunes chercheurs qui, eux, ont connu peut-être un peu Luciano Fabro, mais donc l'expérience se base surtout sur ce qu'est l'héritage, ce que les générations précédentes ont su produire et de ce qu'on peut faire maintenant. Et il nous a semblé important de garder ces 2 points de vue parce que nous sommes dans un travail qui va vers l'avant et donc forcément est le vôtre, c'est-à-dire celui qui s'ouvre sur un monde à venir. Et donc il nous a semblé central de garder l'alternance entre ces 2 points de vue. On va donc... les programmes, vous avez vu le programme du colloque, donc je ne vais pas maintenant faire un résumé du programme du colloque. On va, au fur et à mesure, vous présenter les différentes intervenantes. Sachez aussi qu'une autre chose qui me semble importante est que la variété de ces points de vue se base aussi sur l'approche. Donc il y aura parmi nous des artistes, des historiens, des théoriciens, et
Et ces approches diverses, je crois, vont donner un aperçu certainement très varié sur la question difficile de savoir qu'est-ce qu'on est de l'autonomie de l'artiste aujourd'hui, à partir de l'œuvre de Luciano Fabbro, mais aussi à partir de ce que sont nos expériences et nos problématiques actuelles. Moi, pour vous parler de cette question de l'autonomie, je voudrais donc répartir de ce dernier point qu'on avait mis en évidence dans la recherche menée avec Giovanni Carreri. Dans la deuxième partie de notre recherche, nous insistons sur l'éthique et l'esthétique, l'acte artistique entre la dette envers les réels et les stratégies du faire. Cette précisation de ce deuxième volet a été aussi donnée par l'expérience que nous a été amenée par les trois artistes invités, donc Thomas Schutt, Alain Sekula et Luciano Fabbro, qui ont certainement problématisé notre recherche sur la construction du réel, en nous amenant à nous interroger autrement sur ce qu'est la relation entre faire et éthique, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'entre esthétique et éthique. Et donc c'est à partir de ces points que je voudrais commencer, vous proposer donc une lecture de cette question de l'autonomie. Et donc, pour les livres qui sortent aujourd'hui et que nous avons voulu dédier à sa mémoire, Luciano Fabbro nous avait proposé un texte qui se compose des deux interventions tenues en 1998 à l'École des Beaux-Arts de Van Dyck à Maastricht sur l'enseignement artistique dans l'Union européenne qui était encore à faire, et en décembre 2006, après son intervention à Lyon, lors d'une conférence à Bruxelles sur les doctorats dans les écoles d'art. Dans ce texte, Fabbro exprime sa totale désapprobation des projets d'un doctorat en art et argumente à partir de la nécessité, pour l'artiste enseignant comme pour les futurs artistes, de transmettre et de travailler autour de ce qui n'est pas encore fait, mais qui est bien en acte. Les métiers de l'art est pour Fabbro la condition du travail, dans le sens le plus antique du terme, l'exécution d'une transformation plastique, mais aussi les déplacements du point de vue par rapport à ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La professionnalisation des acquisitions par l'enseignement artistique signerait la fin de la transmission en art. Il ne pourrait que se réduire à ce qui a été déjà fait. Pour Fabbro, l'acquisition ne serait plus qu'un constat. Il l'appelle une information sur l'art. L'enseignant informateur, celui qui constate l'état de l'art, ne peut qu'être toujours en retard sur ce qui doit encore se faire. Pour Fabbro, donc, la notion de magistère, l'enseignement par une recherche en acte, est la seule à pouvoir garantir cette ouverture. Il s'agit d'une approche critique et d'une attitude analytique qui s'appuie sur l'idée d'un artiste autonome. Ce thème a toujours été cher à Fabbro. Il n'a cessé tout au long de sa carrière de renommer cette autonomie, dénonçant ainsi les sophismes d'un discours qui, selon lui, sous la forme apparente de liberté, par exemple l'argent ou le retour au métier des peintres dans les années 80, ou encore la globalisation et le refus des cultures spécifiques de l'art dans les années 90, ou l'abandon de la notion d'œuvre plus récemment. Donc, selon Fabbro, ces différents instituts cachaient diverses formes d'homologation. Pour Fabbro, il s'agissait d'un abandon de ce qui devait rester les domaines spécifiques de l'art, ces lieux où la liberté est un dilettantisme engagé et l'œuvre est le résultat d'une position d'auteur. Pour Fabbro, celui qui possède la maîtrise de son territoire, donc les maîtres, transmettent la langue vivante. L'autonomie de l'artiste se base sur une haute connaissance de son domaine, ce qui signifie une extrême autonomie dans les choix des connaissances à acquérir et des liens à tisser pour faire fructifier les domaines en constante transformation. L'artiste est donc un amateur, mais il est aussi le dominant, donc le seigneur, qui exerce une autorité absolue sur son domaine. À la mesure de son territoire, dont l'extension peut être infinie, la maîtrise du domaine doit être totale. La liberté de mouvement de l'artiste ne doit pas connaître des limites. Mais la limite de cette même liberté vient du fait que l'artiste n'est auteur que s'il ne délaisse aucune des parcelles de son territoire.
L'autonomie de l'artiste s'est construite pour Fabre dans cette tension entre ouverture totale à la culture, et culture du territoire. Donc, ce qu'est le travail même de la mémoire de ces territoires aussi. Une contrainte qui, contrairement aux diverses opinions défendues dans les débats actuels sur le rôle de l'artiste, inclut pour Fabre la maîtrise de l'approche technique, économique et sociale, car il définit le territoire et l'action et ses raisons d'être. L'autonomie s'inscrit pour Fabre au centre du travail plastique. La forme, elle est déclencheur, elle produit une tension entre le territoire de l'artiste et les terrains à acquérir. Toute forme vient donc déplacer ces territoires. Elle remet en question jusqu'au danger de tout perdre. Chaque nouvelle forme redéfinit la perspective historique. Elle se trouve de nouvelles paternités, elle définit son héritage. Elle transforme les œuvres qui nous ont précédés, elle redessine les parcours de l'artiste. Cette question de la forme, je pense que Sarah Tritz va nous entretenir plus longuement sur cette question. Elle est, je pense, très centrale dans l'œuvre de Fabre. C'est effectivement la forme qui définit la façon de voir ce qu'est notre héritage et donc une capacité anachroniste ou anachronique à reconstruire l'histoire de l'art à partir du problème formel que j'ai maintenant. L'histoire n'est donc pas quelque chose qui est séquentiel, mais quelque chose qui est constamment remis en question et réécrite à partir du point de vue du maintenant. Donc les dilettantes et l'auteur se définissent dans cette perspective par la force de l'artiste, qui réside, selon Fabre, dans sa capacité à transformer et à inventer. Cette énergie potentielle place l'activité de l'artiste à la lisière du présent, en constante réécriture de sa propre histoire, mais aussi de l'histoire des autres formes qui l'ont précédé et qui les suivront. Mais d'où vient une telle assurance ? On peut poser cette question critiquement. Nous parlons ici d'une autonomie totale de l'artiste, d'un potentiel de transformation, d'invention. On pourrait donc se poser la question de quelle est la source d'une telle assurance. Comment expliquer la confiance qui habitait Luciano Fabbro, mais qui a défini le travail de toute une génération d'artistes, laquelle, avec des positions et des résultats divers et opposés, s'est affirmée depuis la fin des années 50 par la défense d'un territoire autonome. Je ne veux pas rentrer ici dans l'analyse de la fin d'une telle époque et des raisons internes à la profession artistique qui nous ont amenés à ces résultats. Je me garderai d'affirmer la validité des positions idéologiques d'une telle autonomie ou au contraire la validité d'une position autre qui pourrait être cynique ou qui verrait l'artiste en serviteur rebelle d'une société et de ses rites. Je préfère vous proposer de me suivre dans une de ces retournements des perspectives dont Fabre avait les secrets. Vis-à-vis du problème qui nous est posé aujourd'hui, je vous demande de m'accompagner dans un parcours anachronique et remonter au moment où l'idée d'autonomie a été définie pour la première fois, non pas à partir d'un besoin d'indépendance et d'ordre professionnel et économique, mais bien comme une qualité interne au travail plastique. Pour faire cette opération, je m'appuie sur un autre spécialiste de l'anachronisme, Walter Benjamin. Dans son étude sur l'œuvre de Baudelaire, Walter Benjamin propose une lecture étonnante de la condition autonome de l'artiste et de l'idée de l'art pour l'art. Il revient à plusieurs reprises et dans des textes multiples sur la production poétique et critique de Baudelaire et nous propose de réfléchir à la question de l'expérience. Par une analyse formidable de l'art, de la société et de l'utopie du XIXe siècle, il nous propose de lire l'œuvre de Baudelaire comme fondamentalement innovante, car bâtie sur l'impossibilité de faire l'expérience. Je me limite ici à une très brève explication du raisonnement benjaminien, car il me semble quand même important de comprendre l'idée de l'art pour l'art et de l'évolution de l'autonomie de l'artiste au XXe siècle. Donc Benjamin part de l'idée que toute appréciation esthétique ne peut que se bâtir sur ce qu'on appelle couramment une expérience. Quelque chose qui arrive, on remarque un aspect de la réalité qui nous semble nouveau et l'on commence à en enregistrer de façon particulière les mondes qui nous entourent. Stimulé par cette perception particulière, par cet accident, l'expérience se met en acte. Et Benjamin dit à propos de l'expérience,
L'expérience se forme moins à partir d'effets clairement fixés dans les souvenirs que d'informations accumulées, le plus souvent inconsciemment, qui affluent à la mémoire. Seulement à cette condition, l'activité esthétique peut être déclenchée. L'expérience en est, selon Benjamin, la base. Elle est la rencontre entre les réels qui se réveillent en nous et l'activité prospective de notre mémoire inconsciente. Toute la lecture que Benjamin fait de l'œuvre de Baudelaire se base sur l'impossibilité de cette condition première. Pour Benjamin, l'œuvre de Baudelaire trouve sa racine dans la ville moderne, dans la vitesse, la relation impersonnelle d'un individu noyé dans la masse. L'élaboration de l'expérience n'est plus possible car les rencontres fondamentales de l'individu avec le réel se basent sur une captation par choc. Il s'agit pour Benjamin d'une rencontre avec le réel que l'inconscient refuse d'enregistrer. Les corps sensibles s'entrechoquent avec les informations qui lui parviennent de l'extérieur, empêchant ainsi les déclenchements constructifs de la mémoire involontaire. Selon Benjamin, la poésie de Baudelaire abandonnait la possibilité de se construire sur l'expérience et sur le partage d'une relation sensible au réel. La condition de choc est une forme de préservation de la sensibilité incapable de transformer en expérience les informations du monde concret. Le choc produit donc un éveil, une condition d'alerte des sens concentrés sur l'analyse de leur état et occupés à retrouver les moments où l'expérience a été défaillante. Comment faire de la poésie si ces moments premiers de tout acte créatif viennent à manquer? Benjamin dit: la question se pose de savoir comment la poésie lyrique pourrait être fondée sur une expérience dans laquelle le vécu, par les chocs Erlebnis en allemand, est devenu la norme. Dans une telle poésie, on devrait s'attendre à une conscience très développée. Elle devrait rendre évidente les projets qui étaient à l'œuvre lors de sa conception. Cela est certainement le cas dans la poésie de Baudelaire. Pour Benjamin, cette condition du choc est consciente chez Baudelaire. Elle est une arme contre la marchandisation de l'art au XIXe siècle. Là, je ne vais pas rentrer trop dans l'argumentaire de Benjamin, mais c'est un point central dans toutes ces analyses sur la ville moderne. Benjamin pense que le monde marchand est le monde du XIXe siècle, ce qui me fait penser que peut-être nous ne sommes plus aujourd'hui dans le monde marchand, mais ça c'est encore un autre chapitre, et qui changerait complètement notre analyse sur l'art contemporain. Donc pour Benjamin, la condition du choc est une arme contre la marchandisation de l'art au XIXe siècle. Il dit: les anticonformistes se rebellent contre l'abandon de l'art au marché. Ils se réunissent autour de la bannière de l'art pour l'art. C'est de cette parole qu'est née la conception de l'œuvre d'art totale, qui tente de protéger l'art contre l'évolution de la technique. Baudelaire isole donc un caractère précis de son époque, celui de la nouveauté. Il va en faire les lieux de cette expérience à l'arrêt, l'expérience qui n'est pas possible. La nouveauté va être, selon Benjamin, la condition d'un retour éternel. Tout est toujours et seulement maintenant. Donc il s'agit d'une œuvre de Picabia des années, je me souviens bien, 1915. Donc nous sommes avec Benjamin dans l'idée que Baudelaire invente par la nouveauté cette idée du présent constant, du présent toujours là. Nous sommes toujours dans l'éternel retour d'une condition présente. Là, pour aller assez vite, je dirais que l'analyse de Benjamin serait impensable sans l'expérience traumatique de l'art qui sortira de la Grande Guerre.
Les œuvres dada et surréalistes apparaissent en filigrane derrière cette lecture de l'œuvre de Baudelaire. L'autonomie de l'artiste est pour Benjamin la réponse à un changement profond de la sensibilité de l'homme moderne. L'expérience est à l'arrêt et l'activité esthétique va devoir trouver une nouvelle condition des relations au monde. L'autonomie est l'invention du présent, la nouveauté, comme on aurait dit au XIXe siècle, ou l'art contemporain, comme on dirait aujourd'hui. Mais l'autonomie est aussi l'invention d'une nouvelle structure du langage. Benjamin parle de Zweideutigkeit, littéralement double sens, qu'on pourrait traduire avec les mots incertitude du sens, mais aussi avec l'inframance de Duchamp. Benjamin dit l'incertitude du sens est le phénomène visuel de la dialectique, la règle de la dialectique à l'état d'arrêt. Cet arrêt est utopie et par conséquent l'image dialectique est une image à l'état de rêve, ein Traumbild. Une telle image dénonce directement la marchandise. Elle en dévoile son caractère de fétiche. L'autonomie produit donc une incertitude du signifié, qui devient une arme contre la marchandisation et la perte du sens de l'œuvre. Il reste encore un dernier point que Benjamin met en évidence par cette analyse. Il s'agit de la relation nouvelle que l'artiste instaure avec le réel. L'impossibilité de faire expérience produit le choc qui est conscience. Donc l'impossibilité de faire expérience produit le choc qui est donc conscience, et cette conscience change en profondeur notre relation au temps et à l'histoire. C'est ici peut-être le point auquel moi, en tant qu'artiste, je suis le plus sensible. Cette nouvelle condition du langage artistique ouvre sur une alliance inédite entre esthétique et mémoire, entre art et éthique. Benjamin entrevoit un tout nouveau chemin qui s'ouvre à la création par la prise de conscience et non par l'expérience. L'autonomie devient ici la condition indispensable pour trouver un nouveau lien entre réception du monde et imagination. L'histoire fait son entrée dans les champs de l'esthétique. Et je pense que dans les années 20-30, cette question était évidemment au centre de toute préoccupation. Cette lecture benjaminienne s'applique d'une façon intéressante à l'art du XXe siècle, et l'on pourrait dire qu'elle est d'une grande utilité dans la lecture de la production artistique entre les deux guerres et jusqu'à l'art informel, à la coupe de Fontana, aux matériaux cousus de Burri. Ici, c'est des notes de Fontana sur l'évolution de ces coupes et de ces travaux spatiaux. Et là, jusqu'à là, je pense que je suis avec fascination et grand intérêt toutes ces propositions de Benjamin, parce qu'il nous propose donc de penser l'autonomie à partir d'une situation plus large que celle propre à l'art et à ses relations commerciales et politiques, c'est-à-dire l'autonomie comme quelque chose qui est une condition de la perception. Je me trouve dans l'impossibilité de faire expérience, je suis dans une nouvelle condition donc de la relation à la réalité, et l'autonomie va devenir la possibilité d'inventer par les chocs, par la conscience, quelque chose que l'art moderne du XXe siècle nous a montré clairement, la Zweideutigkeit, l'inframance, ou la possibilité de donner des formes où l'expérience n'est plus transmise, mais elle est justement produite par un choc. Or, pourtant, un changement important s'est produit avec une nouvelle génération d'artistes dès la fin des années 50. Des Fluxus au mouvement Gutai, de l'arte pauvre à Antiforme de Maurice, il y a quelque chose qui ne répond plus si clairement aux critères de l'analyse de Benjamin. Si on revient à Fabro, qui s'installe à Milan donc à la fin des années 50, et suit de près les évolutions de l'œuvre de Fontana, de Manzoni ou de Lo Savio, il va proposer lors de sa première exposition personnelle une œuvre qui s'intitule Buco, donc Trou, qui est une œuvre de 63. Elle est composée c'est une matière mirotante
en partie vert, en partie miroir. Hein. Les parties plus claires que vous voyez, non, les parties plus claires sont transparentes et les parties plus sombres réfléchissent le point de vue du photographe, l'espace du point de vue du photographe. Donc il s'agit de toute évidence d'une réflexion sur la coupe de Fontana, mais quelque chose de fondamental vient de se produire. La relation entre la partie réfléchissante de l'espace où se trouve le spectateur et celle transparente derrière la vitre n'ouvre plus sur un espace indéterminé, un lieu de projection perspective et conceptuelle, comme c'était le cas chez Fontana. Dans la coupe de Fontana, on se projette dans une condition conceptuelle, spatiale. Ce n'est certainement pas le cas ici. Les deux espaces nous renvoient tous les deux au lieu réel où l'on se trouve quand on regarde l'œuvre. Ce changement est fondamental car il réinvente une nouvelle situation de Zweideutigkeit, comme aurait dit Benjamin, une toute autre situation d'incertitude du sens. Oh, manage. J'ai détruit la surprise. Donc, nous ne sommes plus dans l'inframince du Champien, nous sommes dans un espace réel où l'indétermination du sens nous pousse à faire l'expérience de ces mêmes réels. Et je souligne le mot « expérience » ici. C'est justement ce que dans l'analyse de Benjamin était défaillant, qui semble ici réinventé. L'expérience ne se situe plus en amont du déclenchement de l'activité esthétique, mais en bout de chaîne. L'œuvre va produire la condition expérimentale qui met le réel à la portée du spectateur. Il me semble une différence vraiment centrale. Benjamin nous dit que l'homme moderne ne peut plus construire une relation esthétique à partir de l'expérience, car l'expérience est coupée à la base. On expérimente la vie par choc, donc par moment de conscience, et non par moment de travail de la mémoire involontaire qui vient activer ce que nous vivons. Et donc, il nous fait une analyse de l'art, je dirais de l'art moderne, mais me semble en filigrane vraiment de l'art des années 20 et 30, en nous parlant de cette condition consciente du choc, qui à partir du manque d'expérience va créer de nouvelles formes. Or ici, nous sommes face à quelque chose qui me semble vraiment différent dans les générations qui ont commencé à travailler dans la fin des années 50, c'est que c'est l'œuvre qui nous fait faire l'expérience du réel, et pas l'expérience du réel qui nous amène à une activité ou à un regard esthétique sur le monde. Et c'est un retournement dans l'histoire de l'art qui me semble absolument étonnant. Si l'expérience était perdue au début du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, l'expérience devient véritablement le centre même de l'œuvre d'art, et l'œuvre d'art la fenêtre par laquelle nous faisons expérience du réel. Et que là, je crois qu'il s'agit évidemment d'une condition de l'autonomie de l'artiste qui est absolument extraordinaire, parce qu'elle réinvente, dans la culture occidentale au moins, quelque chose qui venait de disparaître. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'art semble avoir inventé quelque chose d'absolument extraordinaire, la possibilité d'expérimenter les mondes à travers l'œuvre d'art. Un retournement qui trouve ses racines dans les changements profonds de l'expérience et même de la condition du choc provoqué par ces conflits violents. Je ne veux pas prendre plus de temps ici donc, pour expliquer ces liens, qui me semblent par contre très importants et qui peut-être pourraient être discutés plus loin. Il me semble important de voir comment la condition autonome de l'artiste a réinventé l'expérience, faisant de cette nouvelle alliance entre conscience et réception du réel un outil au service de ces mêmes réels. Et là, j'ai malheureusement gâché ma surprise, n'est-ce pas, Giulio? Donc, il s'agit d'une œuvre de Giulio Paolini, qui dit « Qui » ici, de 1967. Tout est ici, comme disent les lettres en plexiglas posées au sol par Giulio Paolini en 1967. L'ici dont il est question a naturellement assumé autant de caractères que les œuvres des artistes développées dans ces années fertiles. Il reste à se demander de quelle nature est la crise actuelle. Je reviens donc à la question de l'autonomie.
Pourquoi l'autonomie de l'artiste est remise en doute par les milieux, les marchés, par les artistes eux-mêmes? Je pense que, comme Benjamin l'a fait pendant les années les plus sombres du XXe siècle, il faut se poser la question de ce qu'on est aujourd'hui, de l'expérience. Comment gérons-nous la relation entre les sensibles de notre corps avec la rencontre toujours imprévisible du réel? La réponse à nos doutes sur la vérité ou non de l'autonomie de l'artiste ne peut que se trouver ici. Je pense que nous sommes face à quelque chose qui dépasse largement la question idéologique de savoir si l'artiste est autonome par rapport au marché, par rapport à sa capacité inventive, par rapport à sa capacité de se placer, hein, en tant que point de vue ouvert aux autres. Je pense que l'autonomie, comme l'analyse brillamment Benjamin, est quelque chose qui est tellement lié à ces manques, à cette rupture avec l'expérience, qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on est en train de remettre en question. Il me semble que ce que la génération des artistes de Giulio, de Fabre, ont donc su réinventer est justement l'expérience du réel. Or, la remise en question de cette notion d'autonomie, me semble-t-il, est en train de remettre en question surtout la notion même d'expérience, comme si la notion d'expérience était sortie de la perspective de l'œuvre d'art. Je me demande donc d'où peut venir cette question. Je ne vous répondrai pas ici parce que je n'ai aucune réponse à cette question. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les colloques. Je vous pose simplement ces questions en me disant que peut-être il faut qu'on regarde de plus près ce qu'est l'expérience, notre relation de notre corps à l'expérience, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le devenir de l'autonomie de l'artiste. Merci. S'il y a des questions, on a quelques minutes. Par contre, s'il n'y a pas de questions, on passe donc directement à Véronique Godineau. Donc Véronique Godineau, je t'en prie, viens, installe-toi. Est-ce qu'il faut relancer l'ordinateur? Est-ce qu'il y a un technicien là-bas? Est-ce qu'il faut relancer l'ordinateur pour brancher les... Non, il n'y a personne. Donc je te branche. Je vais poursuivre. Tu vas poursuivre? Je branche ça. Donc Véronique Godineau est historienne de l'art, elle enseigne à Lille 3. Elle donc a eu l'occasion de travailler avec Luciano Fabbro et de l'interviewer à plusieurs reprises. Elle va donc, je pense, comme tu dis, continuer la question et nous proposer un regard historique. Voilà. Merci. Effectivement, je vais poursuivre, peut-être parfois contredire quelques-unes des réflexions, des hypothèses de Bernard, que je remercie, ainsi que Giovanni Carreri, de m'avoir invité à ce colloque, et que je remercie d'avoir préparé, d'avoir organisé ce colloque, surtout en hommage à Luciano Fabbro, hein, à ce grand artiste qu'est Luciano Fabbro. Moi, je voulais... D'accord. Moi, j'avais discuté un petit peu avec Bernard sur ce que je pouvais dire dans le cadre de ce colloque, et on était tout de suite tombés d'accord par rapport à qui je suis aussi, historienne effectivement de l'art dit contemporain,
je voulais faire une réflexion sur... je vais vous proposer une réflexion sur le lien entre autonomie et histoire, qui est un lien qui a été fait par Luciano Fabro. Je voulais réfléchir au sens très particulier que, me semble-t-il, il avait de l'histoire et au rapport qu'il pouvait instaurer avec l'histoire. Je vais essayer de penser ensemble cette idée d'autonomie et cette idée d'histoire. Alors, je sais que ce colloque intervient dans le cadre d'un programme de recherche. Et bon, j'ai voulu, pour ma part, aussi préciser un certain nombre de choses. Alors, peut-être que il y a des choses que vous avez déjà travaillées ensemble. Bon, ce sera peut-être utile de les repréciser. Et pour moi, il était important de commencer par préciser ce qu'on pouvait entendre par autonomie de l'artiste. Donc j'ai fait le travail qu'on fait classiquement et je suis retournée voir les dictionnaires où j'ai vu que l'autonomie, on parle d'autonomie d'abord en parlant d'un pays, d'une province, donc d'un peuple. L'autonomie, c'est le fait d'abord de se gouverner par ses propres lois, le fait pour une collectivité d'assumer et de vivre son particularisme, son individualité morale, culturelle, et qu'en parlant d'une personne, l'autonomie correspond à la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement, et que cette expression indique également donc l'idée de liberté ou indépendance morale ou intellectuelle. Alors si on reporte maintenant ces définitions à l'artiste, on pourrait peut-être poser l'hypothèse que l'artiste autonome serait donc celui qui se déterminerait par lui-même, qui choisirait, qui agirait librement, dans le sens d'acquérir une liberté, une indépendance morale ou intellectuelle. On doit aussi, bien sûr, se demander, c'est le titre du colloque, Luciano Fabro, l'autonomie de l'artiste, espace nouveau ou dernier retranchement, nous devons aussi nous demander si autonomie de l'artiste coïncide ou non avec autonomie de l'art. Est-ce qu'il y a une coïncidence exacte ? Et puis pour peut-être apporter une réponse à cette question, on doit se demander ce que signifie cette formule. Autonomie de l'art, parce qu'on l'emploie, mais qu'est-ce qu'elle désigne ? Alors je suis allée chercher des réponses chez un historien de l'art que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Éric Michaud, que vous connaissez sans doute, qui a distingué 5 acceptions pour cette expression. Je vous les redonne rapidement. Donc, autonomie de l'art, première acception, dit Éric Michaud, elle vise à la Renaissance l'émancipation des arts libéraux à l'égard des arts mécaniques. Émancipation, comme vous le savez, à laquelle on doit, mais bien plus tard, la distinction entre l'artiste et l'artisan, puis au temps industriel, la distinction entre les beaux-arts et les arts appliqués. Quand on parle d'autonomie de l'art, on entend aussi une seconde acception qui naît après la Révolution française et qui entend donc par là un art émancipé de la tutelle des pouvoirs religieux et politiques. Et c'est dans cette acception, en fait, qu'autonomie de l'art devient synonyme dès lors d'émancipation individuelle de l'artiste, au sens où il n'est plus tout simplement dépendant de ses commanditaires. La troisième, qui apparaît elle aussi au cours du XIXe siècle, affirme l'indépendance de l'art à l'égard de ses conditions historiques et sociales. C'est un peu différent de celle qui précède. Elle affirme l'indépendance de l'art à l'égard de ses conditions historiques et sociales et exige, alors je cite Adolphe Thiers, dans son salon de 1824, elle exige que l'art doit être libre, 1824, l'art doit être libre et libre de la façon la plus illimitée. C'est l'appel à l'art pour l'art, vous l'avez compris, tel qu'on a pu le formuler. On a ici l'idée, souvent reprise au XIXe siècle et au début du XXe siècle, que l'évolution de l'art, de siècle en siècle, suit des lois internes. On retrouve cela dans un certain nombre, notamment d'ouvrages d'histoire de l'art, que l'évolution de l'art suivrait des lois internes. C'est-à-dire que l'art n'est en aucune façon le reflet de son temps, que le développement de l'art est indépendant de son temps. Quatrième acception, c'est celle qui apparaît plutôt à la fin du XIXe siècle et qui met l'accent sur les formes, une conception qu'on dira formaliste de l'autonomie de l'art, au sens où elle enregistre la recherche par chacun des arts, alors par la peinture, on ne parle plus d'art en général, mais la peinture en particulier, la sculpture, la littérature, la musique. Donc elle enregistre la recherche par chacun des arts des lois formelles, propres à chaque art. Dans cette quatrième acception, il n'est évidemment plus question de faire dépendre un art d'un autre, par exemple la peinture de la littérature, puisque chaque art doit définir sur le plan formel
ce qui le caractérise en propre. Évidemment, on pense à un certain nombre d'artistes qui ont théorisé cela, ou de critiques, hein. Greenberg étant peut-être le plus connu en France. Enfin, cinquième et dernière acception, proposée par Éric Michaud, hein, l'idée de l'autonomie de l'art. L'idée que l'art puisse être autonome signifierait aussi que l'art et ses objets seraient indépendants de tout public. Hein, indépendance par rapport au public. Que l'artiste créerait sans du tout de soucier de qui voit ou qui éprouve ses œuvres, ou de comment elles sont vues ou éprouvées. Et là, Éric Michaud dit à juste titre que s'il y a bien en fait quelque chose qui a préoccupé les artistes depuis au moins la Renaissance, c'est au contraire de susciter l'attention des spectateurs. Et il cite ce que conseille Léonard de Vinci lorsqu'il dit, par exemple, « Efforce-toi, peintre », mais on peut prendre d'autres exemples, hein, de faire des œuvres qui attirent les spectateurs et les arrêtent. Non seulement il faut les attirer l'attention des spectateurs, mais il faut arrêter aussi. Et les arrête avec grande admiration et plaisir. On voit déjà là Éric Michaud discuter une acception de l'autonomie de l'art. En fait, cette idée, ces différentes acceptions de l'autonomie de l'art sont discutables. Chacune des acceptions est discutable. Et toute relève, Michaud le démontre brillamment, d'une forme de mythe. Parce qu'un art réellement autonome, un art indépendant, tout aussi bien de ses conditions de réception que de tout pouvoir, un art libre de la façon la plus illimitée, se développant exclusivement à partir de ses lois propres, lois internes, cet art a-t-il jamais existé? Est-ce que vraiment il doit exister? Est-ce qu'on souhaite finalement qu'il existe? Ça, c'est une question que je souhaite poser. Alors, quand en revanche, de très nombreuses conceptions de l'art le décrivant en diverses manières comme autonome ait existé, cela oui. Hein, à partir, notamment, historiquement, elles naissent à la Renaissance, mais se développent, prennent une belle ampleur à partir du XIXe siècle. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, c'est là où je pense que je ne dis pas tout à fait la même chose que Bernard, mais c'est une question. Moi, je propose de me demander si tout appel à l'autonomie, alors de l'art, de l'artiste, n'est-il pas avant tout à considérer en regard de ce qui le suscite, en regard de ce qui suscite cet appel à l'autonomie, et que je nommerai, au cours de mon intervention de ce matin, donc l'autre de l'art. L'autre de l'art autonome, si vous voulez. Les dictionnaires, quand on regarde le mot autonomie, précisent toujours que le désir d'autonomie est d'autant plus... Là, je cite précisément le Trésor de la langue française, qui est le grand dictionnaire de référence. Hein. Ce dictionnaire précise que le désir d'autonomie est d'autant plus prononcé que la dépendance a été plus ressentie. C'est évident. Hein. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre de l'art ou des autres de l'art, il faut écrire peut-être ça au pluriel, par rapport auquel, aujourd'hui, l'art et les artistes tentent, donc aujourd'hui, mais déjà on a vu depuis 2 siècles, de conquérir ou de maintenir leur indépendance. Je ne sais pas si je vais répondre à cette question, mais je vais plutôt maintenant, donc, pour essayer de la préciser, de vous faire part de quelques remarques, quelques analyses qui montrent comment Luciano Fabbro, très explicitement, affirma ce que moi je préférerais appeler ici une volonté d'autonomie. Et je vais beaucoup m'appuyer, comme vous allez voir, sur les propos de Luciano Fabbro et puis sur ses œuvres. Hein. Et l'un des leitmotivs qui rythme ses propos, déjà à partir de 1966, est la distance que l'artiste doit nécessairement entretenir, selon lui, avec ce qu'il appelle, donc en 1966, la méthode du designer. Alors, je vais essayer de faire marcher les images. Ah, tu les vois pas? Moi, je les vois. Donc, il sait pas... Il n'est pas relié, si. Ok. Et ben voilà. Merci. Donc je clique. Je fais la bonne page. Je fais quoi déjà après? Diaporama? Non. Non, il faut que je reclique là-dessus.
Pomme A. Vous voulez les ouvrir? Non, non, attendez, je vais les faire ça. Et je vais ensuite, dans présentation, aller là, diaporama, et sur pause, voilà, c'est ça. Hop, voilà. On ne les voit pas par contre. Ah, on ne les voit pas? Non, non, c'est pas sur le moniteur. Moi, je les vois, excusez-moi. Ça va venir. C'est pas sur le bon moniteur, je pense. Oui. Je l'ai fait avec les mêmes aussi, je sais. Tu es sur PC, mais tu es pas sur... Non, non, c'est les préférences. Ouais, Ouais, mais on les avait il y a 2 secondes, non? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il y a sur... Détecter les moniteurs. On est bon là pourtant. Non, on les voit. C'est pas on n'a pas la même chose là. Hein. On a un moniteur VGA, c'est pas la même chose. Hein. On n'a pas les diaporamas sur le bon écran. Sur le bon moniteur. Mais je ne sais pas comment. Et là on est en diaporama, c'est ça? Ouais, je crois. Merci beaucoup. Hop. Et hop. Voilà. On en était à la méthode du designer. Là, vous avez une œuvre d'Alberto Biasi hein, sous les yeux, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, elle est bien là. Donc, tout jeune artiste, à la fin des années 50 et au début des années 60, Luciano Fabro commence par examiner les œuvres des artistes qui lui sont alors contemporains, en particulier celles de l'art qu'on appelle en Italie l'art programmé, sorte d'équivalent, pour le dire rapidement, de l'art optique. En ce début des années 60, beaucoup s'interrogent sur les possibles nouveaux rôles de l'artiste à l'ère de l'avènement des nouveaux objets, produits par la société industrielle qui se répandent massivement. L'artiste doit-il ou non accompagner cette production, inventer de nouvelles formes? Certains tentent alors de créer une nouvelle science de l'art, et leurs recherches portent principalement sur la perception visuelle. Leurs œuvres cherchent à stimuler l'activité perceptive du spectateur, en jouant sur les surfaces chromatiques, sur la matière. Mais alors que la plupart de ces artistes mènent leurs expériences, leurs recherches, disons, certes en regard de la production industrielle, mais sans y être assujettis, leurs recherches, toujours Alberto Biasi, intéressent de près cette même production, et c'est Olivetti, voilà, la fameuse Valentine d'Olivetti, qui en 1962 soutient et mécène la grande exposition milanaise, faisant le point sur ses travaux. Quelque chose comme un glissement s'est produit pour ces artistes, pour certains de ces artistes qui travaillaient en tout début des années 60. Parti d'un désir de s'adresser au plus grand nombre, de créer un art pour tous en toute indépendance, certains des artistes de l'arte programmata se verront progressivement attribuer des fonctions de décorateurs, de bureaux, de places publiques, de cinéma ou de designer. C'est, je pense, dans ce contexte qu'il faut comprendre la distance affirmée par Luciano Fabro à l'égard de ce qu'il appelle lui-même la méthode du designer. En 1966, il explique dans un entretien avec Carla Lanzi que ce qui l'intéressait alors était de considérer les choses, non plus pour leur capacité émotionnelle, alors là il parle notamment de l'art informel, non plus pour leur capacité émotionnelle, mais comme facteur de connaissance. Et on revient à l'expérience dont parlait Bernard tout à l'heure. Il lui dit à Carla Lanzi que l'important est de regarder, de vraiment regarder les choses, et qu'il a ainsi appris qu'on ne peut pas les copier, ces choses, parce qu'en les copiant, on les dénature. Et il poursuit en disant, on sait que toute forme, même transposée, est provisoire, et qu'on peut en faire des milliers de copies. C'est ça, la méthode du designer, et lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Pour Luciano Fabro, en 66, mais ensuite aussi, faire l'artiste, être artiste revient contre cette méthode du designer, à donc expérimenter, à considérer les choses comme facteurs de connaissance. Et cela aussi concerne le spectateur, du moins l'espère-t-il. Et les œuvres qu'il crée, à ce moment-là, en témoignent. Alors justement, moi aussi. Alors oui, il y a cette œuvre-ci. Puis, il faut que j'attende un peu que la barre d'outils dise... Ah oui, il ne faut pas que j'y touche. Ce sont cette œuvre-là. C'est la même en situation d'exposition.
Mezzo specchiato, mezza trasparente, et puis Bucco, que vous avez aussi ici. Bucco, dont il dit qu'il a choisi un format ni trop petit ni trop encombrant, ça fait 120 par 80, qu'il y a tracé au pinceau un motif continu de lignes entrecroisées, interrompues au centre à la façon d'un trou dans un filet. Cela, dit-il, a un but. Il s'agit de créer un dispositif optique, c'est lui qui le dit, pour servir de guide au sens, en particulier au sens de l'espace. Et servir de guide au sens de l'espace, c'est par exemple saisir, en suivant visuellement, pas à pas la pièce, que le miroir reflète ce qui lui fait face, mais sauf là où les lignes peintes l'en empêchent, que certaines choses donc s'y reflètent, d'autres non, que certaines n'entrent jamais dans le quadrilatère. Saisir ce genre de choses, finalement très concrètes, mais assez complexes en même temps, assez difficiles à décrire. Bucco donc demande qu'on l'expérimente, ce qu'on ne peut pas faire ensemble, puisque nous n'en voyons ici qu'une reproduction, pas l'œuvre elle-même. Bucco, trou, facteur de connaissance, est loin donc de ce que Fabreau appelle donc le design, et qui se caractérise par le fait, ce design, que lui autorise la copie, la reproduction, en plusieurs sens du terme, qui se caractérise par le fait qu'il autorise sa transformation en image, ce qui n'est pas le cas de Bucco. D'une très curieuse façon, et sans doute de manière totalement hasardeuse, Fabreau rejoint en 2006, lors de son exposition à Naples, il y a 2 ans donc, des idées énoncées plus de 80 années auparavant par Fernand Léger. Il n'y a aucune relation. Je fais la relation, il n'y a aucune relation entre les deux. Léger était très conscient dans les années 20 de la rivalité qui, au début du siècle, commençait d'exister entre les objets de l'art et les objets du monde. Objets présentés depuis peu dans des vitrines. Et Léger écrit « La devanture spectacle est devenue, donc il écrit ça en 1924, une inquiétude majeure dans l'activité du revendeur. Une concurrence effrénée y préside. Être plus vu que le voisin est le désir violent qui anime nos rues. » Pour Léger, il y a bien concurrence, et pas seulement entre producteurs d'objets, entre étalagistes si vous voulez, mais entre ceux-ci et les artistes. 2 producteurs, écrit Léger en 1924, sont donc en présence. Vont-ils se détruire ? C'est toujours Léger qui parle. Écrasé par l'énorme mise en scène de la vie, que va faire l'artiste prétendant conquérir son public ? 80 années plus tard, Fabreau reprend la question, en ironisant sur certains artistes d'aujourd'hui, qui, dit-il, copient les décorateurs de vitrines qui nous copiaient. Les artistes copient les décorateurs de vitrines qui nous copiaient. Alors cette phrase de Fabreau, je ne l'ai pas trouvée toute seule, je l'ai empruntée au petit texte que Bruno Cora a rédigé pour notre colloque, que vous avez dû lire vous aussi, dans la présentation du colloque, et sans doute lui la commentera demain dans son intervention. Mais elle m'a surprise, parce que vous conviendrez que la rencontre avec les propos de Léger est frappante. À la rivalité, donc décrite par Léger, Fernand Léger répond à un autre mouvement, pointé par Fabreau, qui voit dans un premier temps les designers ou les étalagistes copier les inventions des artistes pour, dans un second temps, voir les artistes copier les designers. D'une certaine manière, on pourrait dire que Fabreau pointe ici la pratique d'artistes qui ont, à ses yeux au moins, perdu leur autonomie. Mais dire ça, comme je viens de le faire, que cet autre, je parlais de l'autre de l'art tout à l'heure, se résume finalement à l'objet de série produit industriellement, est un peu rapide. C'est au système de production lui-même, dans son ensemble, au système de production lui-même dans son ensemble que s'adresse, à mon avis, d'une certaine manière, la volonté d'autonomie de Fabreau. Au système de production lui-même, à ses exigences, à ses modes d'existence aussi, qui comprend, entre autres choses, les lieux d'exposition. Mais là, je pense aux lieux d'exposition des objets de tous les jours, pas des œuvres. Mais vous allez voir que c'est pas seulement peut-être les lieux d'exposition des objets, mais peut-être aussi les lieux d'exposition des œuvres d'art. Et pour bien faire comprendre ceci, je vais prendre comme exemple les habitats. Vous savez, ces structures très, très singulières, ces très belles structures que Luciano Fabreau commence assez vite à réaliser dans les lieux même, les musées, les galeries, les centres d'art qui, donc, eux, exposent les œuvres d'art. Et pour être précise, je vais me permettre de repartir d'une discussion que nous avons eue ensemble en 1996 à propos de l'exposition donc, du Centre Georges Pompidou, que certains, et pas d'autres sans doute, ont vu à Paris, exposition qu'il venait de réaliser, et dans laquelle il avait présenté la plupart de ses œuvres dans des habitats. C'est
que des sortes de petites maisons, si vous voulez, des sortes de petites structures dans lesquelles qu'il avait présenté au Centre Georges Pompidou. Et en 96, moi j'ai été très séduite par cette exposition, mais très intriguée aussi par ce mot d'habitat. Et je lui demande ce que veut dire pour lui ce mot, que je ne comprenais pas bien. Puis il me dit, il avait choisi, je précise aussi, ce titre pour l'exposition à Paris, l'ensemble de l'exposition. Et il me dit, habitat signifie quelque chose comme là où on se tient, là où on se sent bien. L'habitat est une chose que tu te construis. Tu te construis ton habitat, ton milieu ambiant, ce qui t'entoure. Tu le fais en relation à ce qui est et à ce qui existe, comme l'endroit que tu as choisi pour vivre, que tu as aménagé toi-même. Tu t'y sens bien, tu t'y reposes mieux. Je vous disais que j'avais été séduite par cette exposition et séduite en particulier donc par ces habitats, par l'expérience intense, très forte suscitée par chaque lieu. Je ne sais pas si tout le monde ici a fait l'expérience d'être dans ces lieux, qui sont chaque fois singuliers, avec leur lumière, chacun sa lumière, sa matérialité. C'est la qualité particulière de ces murs. Certains sont des murs de papier, ces dimensions, séduites aussi par la manière dont certains montrent, dans certains de ces habitats, on voit des œuvres de Luciano Fabro, et donc l'exposition de Paris m'avait beaucoup touchée. Et nous en avions beaucoup discuté longuement, et j'avais fait remarquer à Luciano que de ces habitats se dégageait une impression pour moi de subtilité, parfois de préciosité, mais aussi dans certains cas de précarité. Ce à quoi il me répond ceci. Ceci résulte de deux choses. Je vais passer sur l'habitat pas du tout montré au Centre Georges Pompidou, mais à Aix-la-Chapelle, qu'il a d'ailleurs appelé l'habitat de Aix-la-Chapelle, puisqu'il va en parler. Donc ceci résulte, cette impression de subtilité, préciosité, mais aussi précarité, de deux choses. J'ai employé un certain type de matériaux, en raison précisément de son caractère provisoire, précaire. Par exemple, je désirais réaliser un mur qui donne la sensation du papier. En ce cas, les limites, quand on est à l'intérieur, dans cet espace dont les murs sont en papier, les limites créées entre toi et ce qui est au-delà de toi doivent être les plus légères, comme un voile qui s'élève, et ne susciter aucun effet de claustrophobie. On n'est pas dans une petite boîte, on n'a jamais ce sentiment-là. Songe-y, l'habitat d'Aix-la-Chapelle possède de larges murs, des murs de cathédrale, et pourtant il paraît très léger. D'autre part, dit Fabro, je me suis servi de la lumière pour créer l'impression dont tu parles. C'est grâce à la lumière qu'un temple grec, dit-il, semble léger, même si ses colonnes sont grandes et massives. On saisit bien, je crois, à entendre ces phrases, le soin que Fabro apporta à la création et à la réalisation de ses habitats. En revanche, je ne suis pas certaine qu'il soit aisé de comprendre aujourd'hui certaines des raisons qui présidèrent à leur création. Il s'agit alors pour lui de, là je le cite toujours, je le cite beaucoup, créer une situation dans laquelle on puisse voir les pièces. Non pas mieux voir, ou voir différemment, comme je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu crées cela pour qu'on voit mieux les pièces, tes œuvres elles-mêmes? Non, pas cela, mais voir tout simplement. Et il me dit, on voit une œuvre ou on ne la voit pas. Et au Centre Georges Pompidou, me dit-il, on ne voit pas les œuvres. Et pas seulement les miennes, me dit-il, toutes les œuvres. Toutes les œuvres, me dit-il, sont une critique adressée à l'espace du centre. Et là, il commente un petit peu l'espace du Centre Georges Pompidou. Le bâtiment, dit-il, qui devrait avant tout être un lieu consacré à l'art, est conçu de telle manière que l'art s'y trouve installé de manière précaire, comme dans des passages. Cela valant aussi pour la collection permanente. En fait, poursuit Fabro, ce qui correspond le mieux aux espaces de Beaubourg, ce sont les choses un peu pop. Les choses un peu pop. Une exposition d'électroménager, ou mieux de fromage. Alors pourquoi de fromage? À l'époque, je n'ai pas posé la question. Moi. Laissons de côté les fromages parce que ce n'est pas ce que je retiens. Une exposition d'électroménager au milieu de fromage à Beaubourg serait fantastique parce qu'il n'y a pas une grande différence entre Beaubourg et la foire de Cologne ou celle de Milan. On parle du bâtiment. Ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de dire qu'il n'est pas beau ce bâtiment ou qu'il n'a pas de qualité, mais qu'il ressemble plutôt à un lieu du type, alors donc un autre habitat que j'aime beaucoup, l'habitat des herbes, et, excusez-moi, voilà. Il dit parce qu'il n'y a pas une grande différence entre Beaubourg et la foire de Cologne, ou celle de Milan. Ah, j'ai oublié d'arrêter.
Donc je vais me remettre sur l'entrée sud de la foire de Milan. Lieux dans lesquels on peut voir une fois des voitures, une autre fois des fromages ou des ordinateurs. C'est toujours Fabreau qui parle. Et donc je vais aller sur une image que j'ai trouvée sur Internet d'une exposition de camions à la foire de Milan. Hypothèse. Ne pourrions-nous pas considérer les habitats, ces petites maisons, rappelez-vous, faites pour que l'on s'y sente bien, précieuses et légères et opaques tout à la fois, et cette opacité compte. Parce qu'elle masque, quand on est dans un habitat, l'habitat masque, mais en même temps, bien sûr, qu'ici le masque, il le révèle, à contrario, bien sûr, l'espace du musée où il prend place. Ne pourrions-nous donc pas considérer les habitats comme des dispositifs mettant en œuvre la volonté d'autonomie de Fabreau ? Attention, il ne s'agit pas pour moi de dire que les habitats veulent faire de l'œuvre d'art, ou de l'art tout court, quelque chose de libre, comme on disait tout à l'heure, libre de la façon, comme disait Adolphe Thiers en 24, libre de la façon la plus illimitée, mais que ces dispositifs permettent de donner à voir la profonde altérité de l'art et des œuvres d'art, au regard des objets et du système de production industrielle dans son ensemble, système qui comprend aussi maintenant la sphère dite culturelle, les musées, etc. Il me semble également ce que les habitats démontrent même, et là je crois que je rejoins ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est que l'autonomie de l'art n'est jamais jouée d'avance, jamais acquise, qu'elle est toujours à rejouer. C'est un mythe, rappelez-vous, mais c'est peut-être aussi une stratégie, peut-être un horizon en tout cas. Et donc qu'elle est toujours à remettre en œuvre, et que c'est précisément sans doute la tâche de l'artiste que de procéder à ces mises en œuvre. Et c'est ici qu'intervient à mon sens la question de l'histoire. La question, donc, disais-je au début de mon intervention, du rapport des artistes à l'histoire. Alors, quand on emploie le mot histoire a beaucoup de sens, plusieurs sens. Il faudrait un peu de temps pour démêler tout cela. Mais peut-être certains d'entre vous ont-ils vu le catalogue ou vu l'exposition, la grande exposition qui avait eu lieu au centre Georges Pompidou qui s'appelait Face à l'histoire et qui montrait des artistes en prise, en fait, avec leur temps, leur actualité, leur présent, en fait. Donc il y a beaucoup de sens, puisqu'on peut aussi dire que la question du rapport à l'histoire, c'est aussi la question du rapport au passé. Donc je vais démêler, je ne vais pas être trop longue sur la question, mais je veux quand même poser, même si c'est un peu compliqué, celle de cette question du rapport de l'histoire à l'histoire, du rapport de l'artiste à l'histoire, donc à son temps, au fait, aux événements qui lui sont contemporains, mais aussi entendu ce rapport de l'artiste à l'histoire comme celui du rapport de l'artiste à un passé duquel l'artiste extrait certains faits, certaines figures. Et puis aussi le rapport à l'histoire, je crois que Bernard en a un peu parlé tout à l'heure, c'est aussi celui du rapport de l'artiste au futur. Pas seulement au présent ni au passé, aussi au futur. Et nous verrons peut-être comment. Bon, pour moi, poser la question de l'histoire, là, il revient à poser la question des formes variées que peut prendre cet autre de l'art, dont je parlais tout à l'heure, par rapport auquel, depuis 2 siècles maintenant, l'art cherche à se situer et à affirmer son autonomie. Et je me tourne pour cela, à nouveau vers Luciano Fabro, pour éclairer ce point, vers ceci qu'il dit en 1988, au cours d'un entretien, il y a donc 20 ans maintenant. 20 ans. 20 ans, ça fait une génération. Alors, ce n'est pas à moi qui le dit, c'est à Jan Brett, donc dans un tout autre contexte. Il dit ceci: toute l'époque moderne repose sur l'idée de développement. La projection de notre société est axée sur l'avenir, comme la société médiévale était axée sur Dieu. Nous allons vers l'avenir, c'est notre morale. Nous nous disons que nous devons tout faire pour demain. Nous avons donc fait comme tout le monde fait sur l'autoroute, bien conduire, garder les yeux fixés sur les voitures qui nous précèdent. On a fait ça depuis longtemps. Soudain, après toute une série d'événements tragiques, donc on est en 88, le dernier était Tchernobyl, mais il y eut, dit Fabreau, avant ça la bombe atomique, l'autoroute a disparu sous nos pieds. Soudain, l'autoroute a disparu sous nos pieds. Propos saisissant, J'ai toujours été frappée dans les quelques discussions que j'ai pu avoir avec Luciano Fabro de la conscience profonde de l'histoire qu'il animait. En 88, par ces quelques phrases, c'est un monde en crise que décrit Fabro. Évidemment, aujourd'hui, puisque nous aussi, nous sommes dans un monde en crise, ça nous parle particulièrement, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc en 88, c'est un monde dont l'avenir était jusque-là à la fois le moteur et le but. Un monde dominé par la croyance, et c'est ce qu'il dit, en la toute-puissance du développement.
du progrès technique, scientifique, celui qui, pensait-on, aurait apporté croissance et bien-être. Un monde qui soudain voit ses certitudes ébranlées. Quelque chose a déraillé, une bombe a été lancée, nucléaire, un accident dramatique dans une centrale, une bombe atomique, un accident dramatique s'est produit dans une centrale nucléaire, l'avenir s'est voilé. Nous étions dans la nature, dit ailleurs Fabreau, nous nous y sentions en sécurité. Tout à coup, tout est devenu dangereux dans la nature. Soudain, l'autoroute a disparu sous nos pieds. Que faire ? Que faire ? D'une certaine manière, c'est la question philosophique du sens de l'histoire que pose ici Fabreau, qu'on peut se poser à soi-même. On se la pose rarement, mais on peut se la poser. La succession des faits et des événements qui forment l'histoire, qui forment la réalité historique, celle que cherchent, dans un souci de vérité, à reconstituer les historiens. Ce qui se passe au fil du temps, les événements qui succèdent, les faits au fur et à mesure, qui succèdent dans nos vies, mais pas seulement dans nos vies, dans le monde. Cela a-t-il un sens ? Ou tout cela est-il pur hasard, pure absurdité, pure contingence ? Quelque chose, on appellera ça un principe d'intelligibilité, quelque chose donne-t-il à l'histoire un sens ? Au double sens, donc, de cohérence et de direction. De siècle en siècle, au cours de l'histoire, les réponses à cette question ont varié. Ce principe d'intelligibilité, ce qui expliquait le cours des choses, cela a pu être Dieu, la providence, la raison, l'esprit, le progrès, dit Fabreau, ce progrès qui aurait dû apporter donc à l'humanité bien-être et liberté. Si les phrases de Fabreau dites en 88 que je viens de vous lire sont si frappantes, c'est parce qu'il y décrit la manière dont soudain le sens de l'histoire s'est dérobé. On s'est dérobé, comme l'autoroute sous nos pieds, la conception d'un monde en plein développement, tendu vers une direction, vers l'avenir. Que faire ? Que faire, demande Fabreau, quand le sens de l'histoire devient indécis, confus ? Avoir le courage de continuer, répond-il dans cet entretien. Avoir le courage de continuer de travailler, de continuer de créer. À ce sens de l'histoire qui se dérobe, Fabreau répond alors par ses œuvres, et, me semble-t-il, particulièrement par l'une d'elles. Il faut que j'arrive à l'arrêter. Bon, ça a l'air d'aller. Qui est la pièce C'est la vie, qu'il a faite à Gand, en 86. Il devait, comme une cinquantaine d'autres artistes, intervenir dans une maison particulière. Et il se dit qu'il va travailler sur ce qu'il appelle la raison d'être d'une maison, et que je traduis peut-être imparfaitement par le fait qu'une maison, c'est un lieu où vient la vie, où se construit l'avenir, où naissent les enfants, à sa manière un lieu de création, et du côté de la vie, si on veut. Et donc, il demande d'intervenir dans la maison où vit le dernier-né de ses habitants, et c'est cette petite fille que vous voyez sur ce tissu. Alors là, je reprends la relation que lui-même fait une espèce de description qu'il fait des conditions qui ont présidé à cette pièce, et il décrit comment la survenue donc il veut travailler de cette manière-là, et il raconte comment la survenue de l'accident de Tchernobyl brouille les cartes, qu'il hésite sur ce qu'il doit faire. Il dit, dans mon esprit, je ne trouve plus d'espace qui me convienne. Il voit plus. Pas un décor, pas un aménagement pour un être, cette toute petite fille, qui ouvre à peine les yeux sur le monde. Je prends une longue toile, plus longue que la maison, impossible de l'étaler. Je coupe les bords de manière irrégulière. Les dessins reprennent le schéma par lequel Laurence Sterne évoque le déroulement de son roman, Tristram Shandy, c'est toujours Fabreau qui parle. Une sorte de gribouillis, sans qu'il y ait de symétrie. Les bords en sont tout effrangés. C'est ce que vous voyez. La forme en est insaisissable. Et Bernard, tout à l'heure, a parlé de la question de la forme qui était si importante, qui est si importante en soi, si importante pour Luciano Fabreau. Et cette pièce, plastiquement, est étonnante, avec ses bords effrangés, sa forme confuse d'une certaine manière. Et la forme tire sa force de cette indécision formelle. Fabreau disait de cette pièce, mon projet de travailler dans la maison d'un nouveau-né était basé sur une idée généalogique de l'espace et du sens des choses, Après Tchernobyl, cela semble comique. La mutation génétique réduit à néant la volonté humaniste. Une fois encore, les dieux cachent la raison au sein de la folie. L'image de cette petite fille et l'image de ce tissu en lambeaux, que l'on ne réussit jamais à voir dans son ensemble, sont inséparables. Donc à Gand, alors que se dérobe une certaine conception du monde, Fabreau intitule son travail avec une grande force, donc c'est la vie. Et l'œuvre, je trouve, prend une certaine résonance
semble concentré comme ça à un moment de l'histoire. Alors aujourd'hui, que pensons-nous de cela? Quel peut être aujourd'hui notre rapport à l'histoire? Est-ce qu'on peut se poser la question du sens de l'histoire? On pourrait dire les choses ainsi, puisque les conceptions anciennes du monde et du sens de l'histoire se sont dérobées, parce que qui ici croit que Dieu, la providence, la raison, l'esprit ou le progrès sont les principes d'intelligibilité de notre monde? Donc, puisque ces conceptions se sont dérobées, le risque n'est-il pas de laisser la place, toute la place, à une pure actualité, celle du développement horizontal et infini de la marchandise? Fabreau a apporté une autre réponse avec cette pièce que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Nadejda, dans laquelle vous voyez un bloc de marbre, en fait un double bloc de marbre qui repose d'une certaine manière, où à la base de ce bloc, vous voyez un livre, le livre qui est celui écrit par Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, dans lequel elle raconte sa vie, ce sont ses mémoires, celle de sa vie avec son mari, mari dont elle a appris, vous connaissez peut-être ce fait, les poèmes, de manière à éviter le néant dans lequel le régime soviétique voulait plonger et le poète et les poèmes. C'est une pièce qui traite de la question de la transmission et de la mémoire. Et lorsqu'il la montre, il la montre notamment ici, dans une exposition dans laquelle il montre aussi des computers, ce qu'il appelle des computers, des ordinateurs. Et il y a ici, en fait, deux types de formes. D'un côté, un bloc fermé, un bloc anthropomorphe, pourrions-nous dire, qui porte une certaine mémoire de la sculpture, et puis des structures ouvertes, placées en équilibre, souvent instables les unes par rapport aux autres. Donc il y a ici comme la manifestation de deux types de mémoire, l'une incarnée, humaine, précisément en lutte contre la barbarie, et puis une autre, on parle de mémoire pour les ordinateurs, une autre avec laquelle on travaille tous, qui est devenue en quelque sorte notre quotidien. Alors, je vais terminer rapidement. Je voudrais juste vous dire la chose suivante, c'est que j'avais travaillé de cette manière-là quand je suis tombée sur Internet. Alors, pas dans le livre que vous venez ici de publier, où je vois que cette conférence que Luciano Fabro, en 2006, avait donnée à Bruxelles, a été republiée. Mais moi, je l'ai découverte sur Internet et je me suis aperçue, effectivement, je suis contente qu'elle soit republiée ici, que ce tissage, ce rapport entre la question de l'autonomie et la question de l'histoire était précisément ce que Luciano Fabro avait essayé de tisser dans cette conférence. Donc, elle est publiée, je vous y renvoie. Je terminerai en posant l'hypothèse ou en essayant de dire la chose suivante. C'est que moi, je ne suis pas artiste, mais mon hypothèse, et c'est aussi que c'est vraiment en établissant sa pratique sur un rapport réfléchi à l'histoire que l'artiste, mais aussi soi-même, le chercheur, le critique, l'historien, nous pouvons aujourd'hui continuer de prétendre à demeurer autonomes. La question concerne les artistes, mais peut-être pas uniquement les artistes, plutôt que de faire partie, nous, d'un système pourvoyeur d'objets. Quand je parlais de l'autre, de l'art, je parlais des objets, mais aussi pourvoyeurs pour nous, ça nous concerne peut-être tout autant, nous qui ne sommes pas artistes, qui vont intervenir ici, pourvoyeurs de projets culturels, ces projets culturels que dans sa conférence de Bruxelles, republiée par l'École de Lyon, contre ces projets culturels contre lesquels Fabro s'élève assez directement. Alors, Bernard a terminé en parlant de la crise qui est la nôtre, que nous traversons. C'est aussi ce que j'avais préparé pour dire la chose suivante. En 88, la crise dont parlait Luciano Fabro portait sur, je pense, le sentiment qu'il en avait, la question du sens de l'histoire, de la direction, du principe d'intelligibilité, qui était celui qui pouvait donner sens à l'histoire. Pendant 20 ans,
il y a eu un principe d'intelligibilité qui n'a peut-être pas donné du sens au sens d'une cohérence, mais qui a fonctionné, qui était le modèle financier et économique qui est en train de se déliter sous nos yeux. Mais ce modèle était un modèle d'accroissement permanent des richesses. Il n'était pas orienté dans le temps, on ne nous disait pas il a un but, il va améliorer ceci ou cela, mais il devait quand même, en se poursuivant inlassablement, accroître les richesses de tous, et par exemple, en particulier, les richesses des pays non occidentaux. Puisque la globalisation, la mondialisation a cette conséquence que certains pays très pauvres en 1988, quand Luciano Fabro parle de la crise dont il parle, certains pays ont vraiment émergé. Alors, ce modèle horizontal d'une croissance permanente, non orientée, ce qui est un peu sans avenir, fonctionnant dans une espèce de présent perpétuel, fonctionnant sur la production de richesses, de marchandises, mais de richesses, ce modèle se dérobe. Deux directions, donc, se présentent, à mon avis, en tout cas on peut y réfléchir, poursuivre obstinément sur cette voie de la croissance, qui n'est pas sans conséquences, on le sait, conséquences écologiques. Donc poursuivre sur la voie de la croissance, et l'artiste aura fort à faire dans ce contexte de crise pour maintenir son autonomie, ou bien nous poser le sens que nous voulons donner à notre histoire. Et sans doute est-ce notre rapport à l'histoire, au passé, sans doute est-ce les choix que nous ferons d'insister sur telle ou telle figure de notre passé, de notre histoire, qui nous donneront des indications pour construire notre avenir. Et Luciano Fabro, à cet égard, nous sera sans doute précieux. Lui qui, d'une certaine manière, donnait des réponses par ses œuvres elles-mêmes, pour lutter contre toute instrumentalisation de l'art, mais des réponses aussi pour tout le monde. Je veux dire, l'art est peut-être une réponse pour tout le monde, mais ici, on peut le lire de cette manière. Donc, donner des réponses par ses œuvres elles-mêmes, contre toute instrumentalisation, en nous engageant, je crois, à réfléchir à la dignité de l'individu, parce que je pense que beaucoup de ses œuvres traitent de cette question de la dignité de l'individu. Nadejda, par exemple, c'est la vie, et au devenir de notre monde lui-même. Je vous remercie. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment de les poser. Bon, les questions viendront plus tard. Tu vas fermer. Donc, j'invite Giulio Paolini donc à nous rejoindre ici. D'un côté, il me semble difficile de présenter Giulio Paolini. Prego. De l'autre. Mais de l'autre, je viens de les provoquer pas mal en les plaçant dans les girons de l'expérience. Vu que Giulio est sur le départ pour Citer depuis très longtemps et qui nous entretient dans cet espace très incertain, justement, de l'ici et de l'ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu vas répondre à cette provocation, mais évidemment, elle était pensée aussi par rapport au travail et aux écrits de Giulio Paolini, qui depuis très longtemps nous fait partager ses raisonnements sur la question de l'autonomie. Giulio a beaucoup écrit sur ces questions, est un des artistes qui a le plus écrit sur cette question. Et il arrive à des résultats très différents que ceux de Fabro, et pour des raisons plastiques, mais je pense aussi pour des raisons simplement aussi de lecture de ce qu'est l'artiste dans la société. Mais je te laisse donc la parole. Tout seul, merci.
Bon, peut-être j'ai beaucoup écrit, en effet, beaucoup écrit comme artiste et pas comme écrivain, évidemment. Mais comme artiste, je me suis donné assez à cet argument. En tout cas, tranquille, je parlerai très peu. Et je m'excuse avec le traducteur de cette brève note que j'ai écrite pour aujourd'hui, parce que ma prononciation, c'est comme vous écoutez, inacceptable. En tout cas, je vais essayer de lire la belle traduction de ce mauvais texte. Alors, vraiment, je ne pouvais pas manquer à ce rendez-vous. Je ne pouvais pas manquer à revivre ces moments et ces expériences désormais lointaines, je parle du début des années 60, qui restent pourtant décisives. Nous avions fait les premiers pas avec une concordance évidente, même si chacun le faisait à sa façon et à l'insu de l'autre. Luciano Fabro et moi partageons aussi des amitiés en commun, des amitiés vraiment précieuses et déterminantes comme Carla Lonzi, Luciano Pistoia, Saverio Bertone et quelques d'autres peu nombreux. Par la suite et par degrés, nos routes ont commencé à se séparer. Surtout du fait de sa longue expérience passionnée d'enseignement, d'abord inaugurée avec la Casa degli Artisti, la maison des artistes à Milan, et qui s'était ensuite développée et qui avait mûri avec son poste à l'Académie de Brera, l'école des beaux-arts à Milan. C'est là, durant cette période, mais qui s'est étendue sur de longues années, que s'est affirmée sa vocation au magistère. Et justement, le mot est entre guillemets parce que c'est lui à le dire. Sa vocation au magistère qu'il a lui-même proclamée et théorisée plus d'une fois. Phase d'un engagement didactique auquel, de mon côté, correspondent des postes occupés brièvement et par intermittence, davantage acceptés que voulus, des rôles de professeur invité ou de visiting professor, comme on dit à l'anglaise, à la Fondation Ratti à Como ou à UAV de Venise, occasion qui m'était davantage utile pour apprendre que pour transmettre des enseignements envers lesquels j'ai toujours sereinement manifesté mon scepticisme. En somme, je ne pouvais pas manquer, comme je disais, à ce rendez-vous, surtout pour arriver à comprendre comment nos itinéraires, parallèles dans un premier temps, se sont ensuite différenciés sur des lignes divergentes jusqu'à se retrouver en certains sens opposés. Voyons tout d'abord en quoi nous nous sommes toujours trouvés solidaires, tant au début que par la suite. Je citerai les paroles de Bernard Rudiger, à qui nous sommes reconnaissants d'avoir voulu réunir nos voix en souvenir de Luciano. Dans la lettre document qui nous convoque ici, il déclare avec une clarté exemplaire: la position autonome de l'artiste, c'est Bernard qui parle, la position autonome de l'artiste, le développement d'une œuvre qui s'inscrit dans la durée, la forme complexe de l'œuvre comme lecture ouverte sur les données historiques et politiques,
semble laisser toujours plus de place à des interventions rapides, refermées sur un effet immédiat. On pourrait peut-être dire que l'artiste a commencé une longue confrontation avec son public qui le force à assumer toujours plus le rôle d'un commentateur du présent historique, à produire des formes qui indiquent la réalité déjà vue au lieu de forger le langage qui le rend visible. Certains, et ça c'était Bernard Rudiger, certains passages extraits de différentes interventions de Luciano Fabro entre 1986 et 2006 et écoutés dit par sa propre voix, insistent sur l'individuation du rôle du maître, entre guillemets, entrevoyant en conséquence une véritable généalogie des figures et des moments fondateurs dans l'évolution du langage de l'art. Peut-être vous connaissez déjà ces morceaux de textes de Luciano Fabro. Je vais les lire en tout cas pour me raccorder à ce que je veux dire. Alors, dit Luciano Fabro, la société, voyant que l'artiste a des difficultés à définir son rôle, est tentée d'assigner elle-même un rôle à l'artiste. Et comme elle a tous les instruments pour pouvoir ensuite le soutenir, elle pense à un rôle qui puisse alimenter cette structure de mécanique culturelle dont nous parlions. Et encore Luciano. Le magistère est un service civil pour l'art. C'est à cette dimension sociale que nous croyons et dans celle-ci que nous agissons. Le magistère est la seule possibilité génétique que nous connaissons. Étant donné les circonstances, il faut accepter que cette œuvre de magistère fasse l'objet d'une confrontation constante. S'il y avait, par exemple, à Milan, un lieu qui réunisse tous les environnements de Fontana, de Dan Flavin, de Bruce Nauman, de James Turrell, etc., nous y retournerons régulièrement comme dans un sanctuaire où demander la grâce de l'actualité. Et encore, Luciano conclut pour pour ce que je vous lis de lui, on recommence à faire la distinction entre les artistes de saison et les artistes maîtres. Pour ma part, moi je reprends la parole, pour ma part, avec le temps, j'ai toujours pris davantage de distance avec le rôle actif, agissant et responsable de l'auteur comme interprète, comme voix autorisée, sinon proprement juge de la contemporanéité. Donc comme figure d'intellectuel multiforme, organique à la société à laquelle il appartient. Organique, ça veut dire pas seulement qui est là